On va faire mes chers collègues, on va commencer avec sur le formalisme avant chaque audition. Ça va le faire arriver. Donc nous recevons aujourd'hui Monsieur Bruno Genevoix, qui est président de l'Agence française de lutte contre le dopage depuis le 1er octobre 2010. Alors, la commission d'enquête sur les autorités administratives indépendantes, comme vous le savez, entend procéder à l'audition de toutes les autorités administratives indépendantes qu'elle a identifiées, grâce notamment aux travaux de notre ancien collègue Patrice Gélard. Alors, parmi elles, il y en a 7 qui sont des autorités publiques indépendantes, qui sont donc dotées de la personnalité morale. Et M. Bruno Genevoix est le président de cette première API que nous entendons. Nous sommes donc très intéressés par ce que vous allez nous dire sur la spécificité de votre statut, l'intérêt que cela représente pour vous. Votre audition, à travers la présentation de l'activité de l'Agence française de lutte contre le dopage, va nous permettre de mieux apprécier les raisons de votre création qui remontent à la loi du 5 avril 2006, qui est relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, comme prenant la suite d'ailleurs du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Donc c'est une AAI qui a été créée par la loi du 23 mars 1999 et du laboratoire national d'ailleurs de détection du dopage. Enfin, vous nous rappellerez sûrement tout cet historique. Comme la loi le permet, votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu des réunions des commissions, qui est diffusé en version papier et sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, je vais respecter le formalisme des commissions d'enquête qui me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission sera passible ou serait passible des peines prévues aux articles 434-13 et 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Président. Selon l'usage habituel, je vais vous proposer de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur qui vient de nous rejoindre, et j'en suis ravi, Jacques Mézard, et les membres de la commission qui le souhaitent vont vous poser des questions. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je suis à la fois honoré et heureux d'être auditionné par vous. Alors, je vais procéder à une présentation générale de l'agence que je préside, que j'appellerai par son acronyme l'AFLD. Et comme vous venez de l'indiquer, cette agence a été instituée en tant qu'autorité publique indépendante par la loi du 5 avril 2006. Alors, il n'est pas inutile d'indiquer à titre liminaire que la lutte contre le dopage ne remonte pas à la loi de 2006 et n'est pas circonscrite à la France. Antérieurement à la création de l'AFLD, et sans entrer dans le détail de la législation, il y avait eu une loi du 1er juin 1965 instituant une répression exclusivement pénale du dopage qui n'a pas donné de bons résultats. Il y a eu ensuite une loi du 28 juin 1989 qui a eu le mérite d'introduire la notion de sanction administrative en sus d'éventuelles sanctions pénales en matière de dopage. La loi du 23 mars 1999, à laquelle vous avez fait allusion, qui avait institué le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, le CPLD, et l'AFLD en 2006 a succédé à cet organisme. Alors, en parallèle, s'est développée une réglementation sur le plan international qui se caractérise par la coexistence de deux types de normes qui ont en pratique une très grande importance sur l'activité de l'agence française. Vous avez des conventions internationales de type classique, une qui a été élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe, c'est une convention du 16 novembre 1989, qui est ratifiée par 52 États, dont la France, et surtout
une convention élaborée sous l'égide de l'UNESCO le 19 octobre 2005 et qui, à ce jour, est ratifiée par 178 États. Alors, cette dernière convention se réfère au principe du Code mondial antidopage, qui est un document élaboré par l'Agence mondiale antidopage. C'est une fondation de droit privé suisse qui a vu le jour en 1999 et qui est co-administrée par les gouvernements et le mouvement sportif. La troisième version en date de ce Code mondial antidopage est en cours de transposition dans le droit français. Un projet de loi et une loi même a été adoptée le 30 décembre 2014, habilitant le gouvernement par ordonnance à procéder à cette transposition. Alors le contexte que je viens de rappeler permet de mieux situer et mesurer la portée de l'action conduite par l'AFLD. À cet égard, je voudrais développer devant vous deux points. L'un consistant à souligner les atouts dont dispose l'AFLD dans la lutte contre le dopage. L'autre pour indiquer que je suis conscient des limites de notre action et de la nécessité de les surmonter. Voyons tout d'abord brièvement les atouts dont dispose l'Agence française. Ces atouts résultent du constat qu'en France, les pouvoirs publics ont prolongé et amplifié les efforts accomplis par le mouvement sportif pour lutter contre la tricherie dans le sport. L'organisation du sport en France est, en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'État remontant à 1974, qu'Alain Richard connaît sûrement, une mission de service public. Alors cela se traduit de façon heureuse à un double égard. D'abord, le cadre juridique applicable à l'agence a été défini de façon judicieuse par la loi. Et d'autre part, l'agence dispose de moyens d'action conséquents. Alors, sur le plan juridique, les choix opérés par le législateur avec les lois du 23 mars 1999 et du 5 avril 2006 se sont avérés à l'usage bienvenu. L'existence même d'une autorité publique indépendante en charge de la lutte contre le dopage doit être approuvée, car cette autorité n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique du ministre, donc de l'autorité politique, et elle est indépendante du mouvement sportif. Elle agit dans le cadre défini par la loi. La composition du collège de l'agence, qui est conforme aux équilibres choisis par le législateur dès 1999, reflète bien le caractère pluridisciplinaire de la lutte contre le dopage. L'agence est administrée par un collège de 9 membres. Elle peut être complétée par un 10e membre lorsqu'elle examine les affaires concernant le dopage animal. Les 9 membres représentent 3 catégories de personnes, des juristes du Conseil d'État et de la Cour de cassation, des scientifiques et médecins, et des représentants du monde du sport en parts égales. Peut être approuvée également la volonté du législateur de privilégier à l'égard du sportif la répression administrative du dopage sous la forme d'interdiction de participer à des compétitions, plutôt que la répression pénale, qui est toujours assez lente à mettre en œuvre et qui est réservée à la lutte contre les trafics. La compétence disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage a été définie avec soin. Elle est subsidiaire et complémentaire par rapport à celle des fédérations sportives agréées à l'égard de leurs licenciés.
Si le sportif qui a fait l'objet d'un prélèvement urinaire ou sanguin mettant en évidence la prise de substances interdites est poursuivi, il l'est devant les instances de sa fédération qui doivent statuer dans un délai global de 4 mois à peine de dessaisissement au profit de l'agence. La décision il y a dans le délai légal, l'agence a la possibilité d'évoquer le dossier si, au vu d'un premier examen, elle a le sentiment que l'instance fédérale a été soit trop clémente, soit au contraire trop sévère. Elle a voulu faire un exemple. Le but est d'harmoniser la répression du dopage, quelles que soient les disciplines sportives. L'agence est également compétente si le sportif n'est pas licencié. Elle l'est enfin pour étendre une sanction fédérale propre à une discipline déterminée à des fédérations omnisports pour éviter des fraudes à la loi. Alors le système marche bien. L'agence rend ses décisions en matière disciplinaire dans un délai moyen de 4 mois, ce qui est en lien direct avec l'intérêt d'une bonne répression vis-à-vis des sportifs. Le sportif en activité qui a fauté pourra être puni à bon escient dans des délais raisonnables et dans le respect des droits de la défense. Alors non seulement le cadre juridique régissant l'action de l'agence me semble pertinent, mais de plus elle a été dotée de moyens d'action conséquents, encore qu'il faille établir un distinguo entre l'aspect administratif et l'aspect financier. Sur le plan administratif, l'agence regroupe en son sein plusieurs entités complémentaires, un département des contrôles, qui diligente des contrôles urinaires ou sanguins, un département des analyses, c'est-à-dire le laboratoire qui se trouve à Châtenay-Malabry et qui est un des 33 laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage, une cellule médicale chargée d'examiner des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire la possibilité pour des raisons médicales d'avoir recours à des substances interdites, une section juridique qui prépare l'activité du collège en matière disciplinaire et des services horizontaux de coordination. Nos effectifs ne sont pas pléthoriques, tant s'en faut, car nous pouvons compter sur des relais à l'échelon local. Nous avons des préleveurs agréés et assermentés au nombre de 300 sur l'ensemble du territoire, qui sont des vacataires de services publics à temps partiel, et nous pouvons nous appuyer sur les services déconcentrés du ministère en charge des sports, et nous passons des conventions à cet effet. Sur le plan financier, l'appréciation de la situation est peut-être un peu moins favorable. Notre budget est de l'ordre de 9 millions d'euros. Il est financé à concurrence des 9/10 par une subvention d'origine budgétaire. Par comparaison, le budget de l'Agence mondiale antidopage est de 28 millions de dollars seulement. Dans la période récente, nous avons dû faire face à des mesures dites de surgel ou de mise en réserve des crédits qui ont affecté quelque peu notre action, mais nous essayons quand même, dans ce contexte budgétaire contraint, de maintenir et de poursuivre la mission qui nous est confiée par la loi, tout en étant conscient des limites qu'elle rencontre et de la nécessité de les surmonter au mieux. Alors, sans entrer dans trop de détails, je voudrais mettre l'accent sur 2 points essentiels de la problématique de la lutte contre le dopage à l'heure actuelle, que le Sénat connaît bien, puisqu'une commission d'enquête en juillet 2013 a remis un rapport très intéressant. Les 2 remarques que je ferai sera pour dire que le Code du sport privilégie des modes de détection directe du dopage qui débouchent sur des constats qui peuvent prêter à interprétation ou à l'interrogation. Et que, en tout état de cause, et c'est mon 2e point, il faut prolonger ces modes traditionnels de détection de diverses façons. Alors la détection directe s'entend de la mise en évidence dans les urines ou le sang d'un sportif à l'occasion d'un prélèvement
unique, d'une substance interdite par la législation antidopage. Et cette législation est la même pour tous les sportifs, car la liste des substances interdites est établie par l'Agence mondiale antidopage chaque année et avalisée par les gouvernements. Elle fait l'objet chaque année d'un décret du président de la République publié au journal officiel au mois de décembre, applicable pour l'année suivante. Alors, ce mode de détection, lorsqu'il débouche sur ce qu'on appelle un rapport d'analyse anormale, c'est-à-dire la mise en évidence d'une substance interdite, nous place, nous, dans une situation de force. Je n'ai pas les mêmes difficultés pour réprimer les abus que l'autorité des marchés financiers pour un délit boursier ou autre. Non, le sportif peut demander l'examen d'un échantillon B qui confirmera, dans tous les cas que je connais, l'analyse de l'échantillon A. Il peut aussi et surtout, et c'est là-dessus que porte le débat, éventuellement apporter des justifications thérapeutiques en disant que c'était nécessaire, mais nous sommes très regardants pour admettre de telles justifications. Alors nous assistons à une tendance à la diminution du nombre de contrôles positifs, qui peut s'interpréter comme une plus grande efficacité de l'action que nous menons, ou au contraire, compte tenu des confidences faites par les intéressés sur des événements passés, compte tenu de ce que nous savons de la stratégie de certains tricheurs reposant sur la prise de microdoses très en amont des compétitions et qui ne peuvent pas être détectés lors d'un contrôle en compétition, qui pourrait l'être dans d'autres circonstances que la législation développe. Donc face à cette situation de départ, nous essayons, avec l'aide des pouvoirs publics, de compléter le dispositif et en ce sens, il existe des possibilités d'intervention complémentaires dont on se doit de tirer le meilleur parti possible. Alors je ne reprendrai pas sur ce point les recommandations de la commission d'enquête sénatoriale, certaines ont été suivies des faits, en particulier sur la réorganisation à l'échelon territorial de nos modes de contrôle. Au lieu d'avoir dans chaque région des agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports, de la cohésion sociale, qui s'occupaient à temps partiel de la lutte contre le dopage, nous avons sur plusieurs régions des personnels compétents, les conseillers interrégionaux antidopage, qui s'occupent à 100% de la lutte contre le dopage et le trafic des produits illicites. Nous essayons aussi de mieux cibler des contrôles grâce à des échanges de renseignements entre administrations de l'État et nous poussons à la mise en place effective de commissions régionales de lutte contre les trafics réorganisées par un décret du 26 juin 2013. Cela permet aux acteurs locaux de se connaître et de mieux cibler les contrôles. Le démarrage a été, à mon avis, un peu lent, mais dans la période récente, il y a un frémissement, ce qui est une bonne chose. Nous essayons également de promouvoir, conformément à ce que souhaite l'Agence mondiale antidopage, des modes de détection indirecte à travers ce que l'on appelle sur le plan international le passeport biologique du sportif, ce que la loi française appelle plus justement le profil biologique. Il s'agit de mettre en évidence la prise de substances interdites, non plus à partir de l'analyse d'un échantillon urinaire ou sanguin isolé, mais en fonction de plusieurs prélèvements portant sur un même athlète au cours d'une même année, d'appréhender les effets et de mettre en évidence les effets de la prise des substances sur l'organisme du sportif. S'il y a une augmentation tout à fait anormale et injustifiée des globules rouges, cela laissera supposer la prise d'EPO, par exemple. Alors, dans cette voie, le collège de l'agence a pris des initiatives qui ont été relayées par le Parlement, que je tiens à souligner. Conformément aux recommandations de l'Agence mondiale antidopage, nous avons préconisé dans une délibération l'institution de ce mode de détection le 27 octobre 2011. Nous avons eu la bonne fortune de bénéficier de ce qu'on appelle un vecteur législatif avec une proposition de loi qui a été enrichie par un amendement du Sénat, du président Lozach, qui a introduit dans un texte qui est devenu la loi du 12 mars 2012 le profil biologique. Il
Il y a eu création d'un comité de préfiguration pour mettre en œuvre le dispositif. Je présidais ce comité qui réunissait des scientifiques, le monde du sport, des parlementaires également, qui a débouché sur un rapport en juin 2013. L'agence a pris l'initiative de rédiger les avant-projets de décret d'application adoptés par son collège le 4 juillet 2013 et les pouvoirs publics ont repris ces mesures. Ce sont 2 décrets du 27 décembre 2013 mettant en place ce qu'on appelle le module hématologique du profil biologique, c'est-à-dire à partir de prélèvements sanguins au nombre d'une dizaine sur un même sportif, permettant la mise en évidence d'autotransfusion sanguine ou de la prise de PO. Nous avons, à la suite d'autres recommandations de l'AMA, préparé un avant-projet de décret adopté par le Collège le 3 décembre 2014, mettant en œuvre ce qu'on appelle maintenant le module stéroïdien du profil biologique. À partir d'un nombre limité d'échantillons urinaires, c'est la possibilité de mettre en évidence, par les effets sur l'organisme du sportif, de la prise d'anabolisants. Le ministère des Sports s'est hâté lentement avant de transmettre ce projet de décret au Conseil d'État à la fin du mois de mars. Le Conseil d'État vient d'émettre un avis favorable le 19 mai et nous espérons, peut-être est-ce au JO d'aujourd'hui, je ne l'ai pas vérifié, que ce décret sera bientôt publié. Nous avons aussi été associés à la transposition de la nouvelle version du Code mondial antidopage, l'ordonnance prévue par la loi du 30 décembre 2014. Le collège de l'agence, le 23 avril 2015, a émis un avis très circonstancié suite à une saisine du 10 mars précédent. Le Conseil d'État a été saisi du projet le 28 mai. Il y a un ensemble de dispositions, dans le détail desquelles je n'entrerai pas, mais qui seront utiles pour lutter contre la tricherie dans le sport. Alors en conclusion, et avant de répondre à vos questions, quelques très brèves réflexions. Je crois, et j'espère vous avoir convaincu, qu'il y a tout à fait la place en matière de lutte contre le dopage pour une autorité publique indépendante dans les termes que je viens de définir. Mais cette autorité ne peut pas prétendre faire cavalier seul. Nous devons en permanence coordonner notre action avec celle d'autres autorités, au plan national, les ministères principalement intéressés, les fédérations sportives, au plan international, avec les fédérations internationales et avec l'Agence mondiale antidopage. Comme le disait le directeur général de l'Agence mondiale lors d'un symposium à Lausanne auquel j'assistais, nous devons unir nos efforts, et il ajoutait, plutôt que de nous critiquer mutuellement. Je souscris tout à fait à ce type de propos. Enfin, un dernier mot, pour souligner que l'AFLD me paraît s'inscrire harmonieusement dans le cadre du statut des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes défini par la proposition de loi du doyen Patrice Gélard et du président Sueur à 1 ou 2 nuances près. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de cette présentation très passionnante. Alors, Monsieur le rapporteur général, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Vous allez le savoir, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, moi j'aurais d'abord une question d'ordre général, compte tenu de votre longue expérience. Vous avez été secrétaire général du Conseil constitutionnel, président de section du Conseil d'État. Vous êtes donc un des plus éminents représentants de la haute fonction publique. Je voulais avoir votre sentiment sur la multiplication de ces autorités administratives indépendantes, comme première question. J'ai bien compris que vous trouviez que celle que vous présidez a une utilité évidente, mais les autres, quel est votre sentiment sur ce foisonnement? Il y a un aspect très général. Je vais appuyer sur le... Il y a un aspect très général, c'est qu'il faut éviter de trop multiplier ce type d'autorité afin de ne pas vider de leur substance les administrations traditionnelles. Donc, il faut y regarder à 2 fois avant d'en créer une.
Mais si on décide d'en créer une, il faut jouer pleinement le jeu. Autrement dit, j'adopterais volontiers, à propos de la création des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, le mode de raisonnement qu'avait adopté il y a un certain nombre d'années le Conseil d'État à propos de la création d'établissements publics. On dit les établissements publics, c'est un démembrement de l'État, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Alors le Conseil d'État disait, voyez d'abord si l'administration traditionnelle est à même de faire face à telle ou telle tâche. Si tel est le cas, ce n'est pas la peine de créer un organisme nouveau. Mais si vous décidez de le créer, il faut prévoir un statut et lui donner toute chance de réussite. Ça, c'est ma position sur un plan général. Alors, dans le cas particulier, si vous voulez, je crois qu'il faut raisonner autorité publique indépendante par autorité indépendante. Est-ce que, au cas par cas, compte tenu des éléments d'information dont on dispose sur la manière dont ils s'acquittent de leur mission définie dans le cadre législatif, elles répondent à l'attente du législateur. Alors, il se trouve, et j'ai lu votre proposition de résolution, que le Parlement trouve qu'elles sont insuffisamment contrôlées. En ce qui la concerne, l'AFLD ne se trouve pas insuffisamment contrôlée, car le hasard des calendriers a voulu qu'il y ait cette commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage et qui a permis de réfléchir sur un plan global et de bien redéfinir sur certains points l'action de l'agence. Et de surcroît, il y a eu récemment à la fois un contrôle comptable et de gestion de la Cour des comptes qui a trouvé son écho dans le rapport annuel de la Cour. Et j'aime mieux vous dire que nous avons dû répondre à beaucoup de questions et de sollicitations de la part de la Cour. Mes services ont estimé qu'il y avait eu au moins 5000 pages de documents transmis à la Cour, toutes nos délibérations, toutes les délibérations du collège depuis la création de l'agence, et nous avons répondu. Et je crois que dans cette hypothèse, la Cour, qui doit assister le Parlement dans sa mission de contrôle, en vertu de la Constitution, pourrait créer tel ou tel type de synergie. Et je trouve tout à fait normal, bien entendu, en tant que président de l'agence française, de répondre aujourd'hui à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, parce que vous nous avez dit, à partir du moment où on les crée... Non, il faut les créer à bon escient, et une fois qu'on les a créés, il faut aller jusqu'au bout. C'était exactement la question, mais vous avez très bien compris quelle était ma question. C'était de savoir votre opinion, je dirais, extérieure à votre fonction de président de cette autorité, c'était de savoir si ce que vous pensiez de la multiplication. On doit en être aujourd'hui à 42 répertoriés, c'est-à-dire depuis que ça a commencé, une par an. Oui, j'ai bien vu. Donc, alors, je souhaitais avoir l'avis... Monsieur le rapporteur, je crois que c'est un peu autorité par autorité. La CNIL, créée par la loi du 6 janvier 1978, répond à un besoin. En matière audiovisuelle, on peut penser qu'une instance de régulation indépendante du politique est une bonne chose. Alors ensuite, est-ce que le fonctionnement répond pleinement à l'attente? L'autorité de la concurrence joue un rôle très important dans la mise en place d'une certaine politique de la concurrence. Donc j'ai beaucoup de mal. Je comprends très bien que le Parlement s'inquiète de la multiplication, mais je ne peux répondre sur un plan global que par l'approche qui était celle que j'ai définie, qui est un peu celle du Conseil d'État. Et dans le cas particulier de l'agence, je pense que ça répond à une utilité compte tenu des dimensions à la fois nationales et internationales de la lutte contre le dopage. La question suivante sera un petit peu provocatrice. N'hésitez pas. Et je ne doute pas que vous voudrez bien m'en excuser. Dans beaucoup de ces autorités indépendantes, dans le collège, on voit un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes. Nous avons l'habitude du cumul, même si d'aucuns
considère qu'il faut arrêter ça. Mais pensez-vous vraiment que si on multiplie encore ces autorités indépendantes, ces grands corps pourront faire face? Alors, il y a une disposition dans le statut de ces corps qui dit que des fonctions non juridictionnelles peuvent être exercées aussi bien par un agent ou un membre du corps en activité au sein du corps que qui soit honoraire. Oui. Et en ce qui me concerne, je suis honoraire et je me consacre pleinement à l'activité de la présidence de l'agence. La question était d'ordre général. Alors, sur un plan plus général, je crois que si on cherche, on ne peut pas dire que ces personnalités en aient le monopole, mais si on cherche des personnes qui ont une certaine expérience administrative et une tradition d'indépendance, ça n'est pas absurde. Si de surcroît, en matière sportive, le choix du vice-président du Conseil d'État se porte sur quelqu'un qui s'intéresse au sport de longue date et qui n'est pas étranger au monde du sport, ce n'est peut-être pas plus mal. Je ne puis que vous féliciter pour votre habileté, Monsieur le Président. Ah non, mais interrogez-moi sur la Coupe du Monde de football, le Tour de France de cyclisme, les Jeux Olympiques d'athlétisme. Je puis vous montrer que ce ne sont pas des domaines qui me sont étrangers. Mais je n'en doute pas, car vous avez des compétences fortes, mais d'ordre dans tous les domaines. Ceci étant, la question de fond, c'est de savoir vraiment quel est le plus qu'apporte cette autorité indépendante par rapport à l'État et au service de l'État. Votre budget dépend, vous l'avez dit vous-même, à 90% de subventions de l'État. Alors, on est indépendant, ok, mais jusqu'à quel point quand on est dépendant à 90% des subventions de l'État, et comment est discutée cette subvention? Je crois que c'est un point important. Vous nous avez dit, et c'est important, vous nous avez dit l'agence a rédigé les avant-projets des décrets d'application. Oui, c'est pour gagner du temps. Et pour m'appuyer sur une jurisprudence du Conseil d'État remontant à un arrêt de 1962, Martial de la Boulay, qui dit que quand on doit consulter un organisme, on est dispensé de la consultation si l'organisme prend l'initiative de la mesure. Le 11e du grand 1 de l'article L232.5 du Code du sport prévoit que l'agence est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage. Alors, président le comité de préfiguration créé par la loi du 12 mars 2012, et cette présidence, je la tiens de la volonté du législateur, de l'article 5 de la loi, j'ai veillé à la bonne marche des travaux, et au terme des travaux, j'ai rédigé, je suis quand même membre du Conseil d'État, un avant-projet de décret qui a été approuvé par le collège, ensuite repris à son compte par le ministère des Sports, examiné pour l'un des textes par la Commission informatique et liberté, et pour les deux par le Conseil d'État. C'est un supplément d'efficacité, me semble-t-il. Monsieur le Président, je vous remercie de votre réponse. Elle est absolument parfaite. Et j'entends très bien à la fois votre profonde conviction de grand serviteur de l'État, ça je n'en doute aucunement. Et en même temps, je me dis, c'est un fonctionnement peut-être sur lequel il est nécessaire que le législateur puisse s'interroger un jour. Sur la nécessité de créer une autorité administrative indépendante dans ce secteur. Alors j'entends bien que vous nous avez indiqué que que ça apportait un certain nombre d'atouts, vous l'avez dit vous-même, mais quand même, vous avez repris le laboratoire, si mes souvenirs de Châtenay-Malabry. De Châtenay-Malabry. Qu'apportez-vous vraiment de plus en étant autorité administrative indépendante par rapport à ce que peut faire l'État? Vous dépendez budgétairement presque totalement de l'État. Vous avez des liens qui sont d'ailleurs tout à fait indispensables avec le ministère des Sports.
Monsieur le rapporteur, attendez, je vais juste répondre là-dessus. J'ai évoqué l'Agence mondiale antidopage et le Code mondial antidopage. Dans ce Code mondial antidopage, il y a un concept qui apparaît, c'est la notion d'ONAD, l'Organisation nationale antidopage. Donc, il y a une organisation qui, dans un pays, peut être chargée des contrôles. Vous avez une agence comparable à l'agence française qui existe en Allemagne fédérale, qui a été créée en 2002. Je me suis rendu à Bonn pour son 10e anniversaire, et il y avait deux mots qui dominaient les débats: Unabhängigkeit, indépendance, Finanzierung, problème de financement. Vous avez une agence britannique comparable à l'agence française, une agence canadienne. Alors, l'agence britannique a certaines particularités, elle joue davantage sur le renseignement et pas seulement sur les contrôles analytiques. Nous sommes en relation avec ce type d'agence. Nous avons reçu un stagiaire de l'agence allemande, nous avons envoyé un stagiaire auprès de l'agence britannique. Nous sommes réunis sur le plan international par l'Agence mondiale antidopage, son bureau Europe. J'assiste moi-même à ce type de symposium. Il y a une unité dans la lutte contre le dopage qui résulte de ce que sous une même autorité, nous pouvons diligenter des contrôles, au moins sur les compétitions nationales. Sur les compétitions internationales, nous sommes freinés malheureusement par le Code mondial antidopage qui donne plutôt la compétence aux fédérations internationales, mais nous essayons de dialoguer avec celles-ci pour être habilités à exercer des contrôles. Nous avons un département des analyses, ce laboratoire accrédité qui historiquement était un groupement d'intérêt public, qui est devenu un établissement public administratif et qui participe de la personnalité morale conférée à l'agence en tant qu'autorité publique indépendante. Nous pouvons également superviser l'action disciplinaire des fédérations sportives, et je trouve que c'est une bonne chose qu'elles restent en première ligne dans la lutte contre le dopage, avec cette contrepartie de ce pouvoir d'harmonisation des sanctions dont nous disposons. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que dans notre action, nous sommes obligés de coopérer avec d'autres intervenants pour avoir une efficacité accrue. Alors l'expression que j'avais employée lorsque j'ai présenté pour la première fois un rapport d'activité sur l'agence, c'est le thème de coopération loyale que j'avais emprunté à l'Union européenne. C'est une idée, il doit y avoir une coopération loyale entre les institutions de l'Union et entre les institutions de l'Union et les États membres. Et je continue d'œuvrer dans ce sens dans mes rapports avec les autres administrations, en particulier le ministère des Sports, la Gendarmerie nationale qui a un office spécialisé, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, la direction des douanes. J'ai passé des conventions en ce sens. Donc, vous voyez, il y a une unité d'action qui permet une plus grande visibilité et une plus grande efficacité de l'action que l'on mène. Et je ne suis pas sûr qu'un bureau, un seul bureau au sein de la direction des sports pourrait faire tout ce que fait l'agence. En revanche, je n'ai jamais nié que l'agence ne doit pas faire cavalier seul, et je poursuis toujours le dialogue. La politique de prévention est davantage l'apanage du ministère des Sports en liaison avec les fédérations agréées dans le cadre de contrats d'objectifs. Je dois avoir des relations avec le mouvement sportif, en particulier le Comité national olympique et sportif français. Chaque année, avec la commission médicale du CNOSF, nous organisons des journées consacrées à la lutte contre le dopage. Je n'ai pas le sentiment de ne pas respecter les termes de la loi du 5 avril 2006. Juste pour aller dans le sens, j'ai noté qu'Alain Richard demandait aussi la parole, dans le sens de monsieur le rapporteur, moi j'ai ressenti sa question comme étant quelle est la différence aussi entre une AAI et une API ? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir la personnalité juridique? Alors, pour je vais vous répondre. Peut-être qu'Alain Richard va poser aussi sa question pour répondre aux deux. Appuyez sur le micro, monsieur Richard, s'il vous plaît. Qui nous décrit ce qui se passerait si les décisions qui sont prises, qui sont des sanctions administratives, par l'autorité, par l'agence, étaient directement des décisions signées par le ministre des Sports et instruites
sous son autorité hiérarchique par ses services. C'est-à-dire, est-ce que l'autorité et le sentiment d'impartialité de ces décisions seraient meilleurs ou moins bons? Monsieur le Président. Présidente, puis ensuite à celle de mon collègue du Conseil d'État. Il y a une possibilité supplémentaire dans la possibilité d'avoir une personnalité morale distincte de celle de l'État, c'est la faculté de disposer éventuellement d'une recette affectée. Et mon prédécesseur, Pierre Bordry, avait réussi à pousser assez loin un projet consistant à inscrire dans la loi de finances une augmentation du taux d'une taxe perçue sur les droits de cession des retransmissions des grandes compétitions sportives, qui remonte à une loi de finances de décembre 1999, ce qu'on appelle dans le monde du sport la taxe Buffet. Moyennant une augmentation de son taux, il y avait une affectation du parti de son montant au budget de l'agence. Le projet avait été assez loin, il avait reçu l'avis favorable du Conseil d'État, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, et c'est le gouvernement qui, contre toute attente, a été à l'origine d'un amendement de suppression lors d'examen par le Sénat. On a dit, mais que ne dit-on pas, qu'il y aurait eu une certaine pression du monde du football auprès de hautes autorités de l'État. Donc, sur le plan juridique, il y a cette faculté. Alors, lorsque Mme Chantal Joanneau était ministre, et que je lui en avais parlé, elle était favorable à la reprise de l'idée. Ses successeurs n'ont pas repris la même chose. Donc, j'ai des virtualités plus grandes avec un statut d'API, mais jusqu'ici, elles ne se sont pas concrétisées. C'est ce que je peux répondre à votre question. Alors, quant à Alain Richard, je lui rappellerai la loi de juillet 89, qui n'a pas reçu pratiquement d'application. Je trouve qu'on a une plus forte légitimité dans l'exercice du pouvoir de sanction. Autant le pouvoir de sanction du ministre se justifie à l'égard des fonctionnaires, des agents publics. C'est l'autorité de nomination qui détient le pouvoir disciplinaire. Là, vous exercez un pouvoir de sanction vis-à-vis de tiers, vis-à-vis de l'administration. Et vous vous substituez d'une certaine façon un peu au juge pénal, pour à mon avis, de bonnes raisons. Il faut que ce soit quand même par des organismes qui répondent à des garanties d'exigence, d'impartialité. Et d'ailleurs, l'agence, dans ses fonctions disciplinaires, bien que ce soit au regard du droit interne un organisme administratif, est regardé au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme comme un tribunal devant répondre aux exigences du procès équitable. On laisse un petit peu le rapporteur d'abord, je vous donne la parole ensuite. Oui, Monsieur le Président, bon, là, ce n'est pas une question. Moi, je suis toujours gêné quand on considère que l'État n'est pas impartial. Mais ça, c'est mon vieux fond jacobin. Il y a des degrés dans la notion d'impartialité, y compris dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d'État. Je ne vous la citerai pas par cœur. Mais vous avez parlé de sanctions. Y a-t-il des recours contre vos décisions? Oui. Et alors, c'est le Conseil d'État, et c'est un recours de pleine juridiction qui donne toute garantie aux sportifs. Et le taux de recours est relativement faible, ce qui prouve que nos décisions sont acceptées par les intéressés. Le Conseil d'État est quand même présent, vigilant, et dans certaines circonstances, il lui est arrivé de nous annuler pour des vices de procédure, parce qu'on n'avait pas laissé aux sportifs un délai suffisant pour, entre le moment où il y a eu communication du dossier, la date de réunion du collège. Mais sur ce point, la Cour des comptes, dans ses observations, a jugé que le fonctionnement disciplinaire était satisfaisant. Et je dirais, moi, comme président de l'agence, très satisfaisant. Donc, si la Cour des comptes et vous-même considèrent que c'est satisfaisant... Non, sur ce plan-là, oui. Sur ce plan-là, oui. Quand on voit le nombre de contestations devant le Conseil d'État et le nombre de cas où nous sommes annulés, il est arrivé que nous soyons censurés, c'est sûr. Cela vous est-il arrivé depuis que vous présidez, Monsieur le Président?
au moins pour des décisions d'inscription de ce qu'on appelle les sportifs dans le groupe cible. Nous avions interprété les textes comme conférence et de compétences au directeur des contrôles, et le Conseil d'État a déduit d'une ordonnance du 14 avril 2010 modifiant l'article L232-15 du Code du sport que cette compétence devait être exercée par le collège. Et il y a un arrêt Bellhomme du 10 octobre 2012 qui nous a censurés. Je peux laisser la Bien parole. sûr. Je vais donner la parole. On va faire un petit tir regroupé de Jean-Léonce Dupont, Gérard Cornu et Jean-Yves Collombat. Alors, Jean-Léonce. Merci, Madame la Présidente. Bon, J'arrive chaque fois, Monsieur Collombat, pardon, de chaque fois me tromper sur le prénom. Pierre-Yves, mais oui, mais Jean-Yves, je ne sais pas pourquoi, ça doit dater de Moscou, ça. Oui, on va tout vous dire. Pierre-Yves. Merci, Madame la Présidente. Je ne reviens pas sur l'idée largement développée par le rapporteur sur les problèmes de monoculture dans l'ensemble des instances, qui ne remet évidemment pas en cause la qualité des personnes, et y compris en particulier de celles que nous auditionnons, et en particulier de celles que nous auditionnons aujourd'hui, naturellement, et que je respecte profondément. Mais c'est un sujet sur lequel, naturellement, il faudra nous interroger. Je voudrais revenir, en fait, sur deux points qui sont, je pense, deux préoccupations fondamentales. La première, en réalité, c'est l'indépendance, et la deuxième, c'est la capacité de contrôle. Donc derrière l'indépendance se pose en particulier, bien sûr, notamment le problème du financement, et derrière la capacité de contrôle, c'est clair que la qualité juridique entraîne des contrôles qui sont de nature différente. J'ai bien noté, vous l'avez dit habilement, Monsieur le Président, que vous aviez été, entre guillemets, contrôlé au travers d'une commission d'enquête il y a quelques années. Et vous avez tout à fait raison. Mais les commissions d'enquête, il n'y en a pas régulièrement sur les mêmes sujets. Et donc le problème qui est posé, c'est le contrôle régulier de ces autorités administratives indépendantes ou publiques indépendantes, notamment par le législateur. Je pense que c'est la vraie question qui doit être posée. Et donc derrière, pensez-vous que, par exemple, un service à compétence nationale, un SNC, n'eût pas été plus approprié pour répondre à l'ensemble des domaines, des questions, des problématiques que vous avez soulevées, mais qui permettrait, parce que c'est un service à compétence nationale, un contrôle notamment du Parlement qui pourrait être objectivement plus facile et plus répétitif. Pour revenir par rapport aux questions que le rapporteur posait tout à l'heure, les manifestations sportives ont lieu dans tous les pays du monde. Et je suppose que tous les pays du monde n'ont pas d'agence nationale de dopage. Je voulais savoir comment ça se passait lorsqu'il y a des manifestations qui se déroulent où il n'y a pas d'agence nationale. Première question. Et d'autre part, alors je ne sais pas, peut-être provocateur, j'en sais rien, mais quels sont vos rapports, vous, agence nationale, avec l'agence mondiale? Et est-ce que ce n'est pas trop étriqué d'avoir une agence nationale par rapport à l'ensemble des manifestations sportives? Et pourquoi pas une agence européenne? Pierre-Yves. Bien, Monsieur le Président, une remarque et puis une question. La remarque, c'est que je suis toujours un peu étonné que l'État soit tenu pour plus partial que ceux qu'il nomme. C'est quand même très étonnant. Ma question, c'est la suivante. Alors, si elle vous paraît naïve, vous mettrez sur le compte du fait que je suis plutôt churchillien en matière de sport, hein, no sport. En fait, vous nous avez dit tout à l'heure que votre mission, pour être une agence, etc., s'inscrivait, enfin, se justifiait par le fait que vous exerciez une mission de service public. Le sport était une mission de service public. Moi, vu de l'extérieur, mon impression, c'est qu'il y a au moins deux sports, deux univers sportifs. Il y a l'univers sportif des amateurs, des vrais, et puis de plus en plus, c'est une usine à fric, quoi. C'est une entreprise de spectacle sportif, plus ou moins de qualité, et surtout où les enjeux financiers sont considérables. Alors, autant je comprends qu'on ait besoin, effectivement, d'assurer
le bon fonctionnement du service public, de l'aspect service public, autant je me demande un peu ce qu'on vient faire dans cette affaire. Sinon, finalement, si j'exagère, vous me le direz, est tenter de faire croire que tout ça, toutes ces compétitions se passent dans l'équilibre, dans l'honnêteté, qu'il n'y a pas de tricherie, etc. Parce qu'effectivement, l'idée de sport, disons de spectacle sportif, perdrait quand même de sa valeur. Ça ne deviendrait qu'un spectacle. C'est une question qui est quand même, me semble-t-il, importante, parce que vu les volumes financiers qui sont en jeu, jusque-là, on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est quand même une dimension du problème. Toutes très, très intéressantes. Alors, j'ai quelques difficultés à répondre à la première sur le service à compétence nationale, parce que je n'ai pas réfléchi spécialement à ce type de problématique. Ce que je puis dire quand même, c'est que chaque année, auprès de chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous avons, le secrétaire général de l'agence et moi, un entretien avec le rapporteur qui s'intéresse à la mission dont relèvent nos crédits, et ça débouche sur des échanges qui nous permettent de faire le point sur l'activité de l'agence. Donc, dans le cadre de l'examen par le Parlement du projet de loi de finances, rien n'interdit à un rapporteur, ou même à deux, un rapporteur de la commission des finances, un rapporteur pour avis d'une autre commission, d'avoir tous éclairages, tous éclaircissements sur l'activité de l'agence. Et je dois dire que, pour donner un exemple, Madame Marie-Georges Buffet, qui était rapporteure pour avis à l'Assemblée nationale, était très heureuse de pouvoir continuer à discuter de la problématique de lutte contre le dopage avec les responsables de l'agence. Donc moi, je suis très ouvert au débat, et chaque fois que l'on me l'a demandé, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'ai été auditionné par la commission compétente sans difficulté, et je conçois très bien que le Parlement veuille exercer pleinement son droit de regard. D'ailleurs, nous élaborons chaque année un rapport d'activité que nous remettons à chaque assemblée sans difficulté. Alors, la deuxième question, c'est que se passe-t-il dans les autres pays? Alors, il y a les apparences flatteuses et la réalité qui l'est beaucoup moins. Alors, les apparences, c'est cette convention de l'UNESCO sur la lutte contre le dopage dans le sport, ratifiée par 178 États, représentant plus de 96% de la population de la planète. Mais quand vous assistez tous les 2 ans à la conférence des États parties de la dite convention, vous mesurez à quel point il y a une inégalité des efforts accomplis en matière de lutte contre le dopage selon les pays et selon les disciplines. On a cité le nombre de laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage pour examiner des échantillons. Ils sont 32 ou 33 parce que le laboratoire de Rio a récupéré son accréditation. Mais il y en a 18 en Europe. Vous en avez 2 en Afrique. La lutte contre le dopage suppose la lutte contre le trafic de substances illicites. Il n'y a que 70 États qui répriment pénalement ce type de trafic. On pourrait poursuivre les exemples, mais moi j'en tire comme conclusion que c'est une raison supplémentaire pour une agence nationale d'essayer de donner le bon exemple et de tirer parti de tout ce qui pourrait lui permettre d'être plus efficace et de prendre le monde du sport au mot. Alors là où il n'y a pas d'agence nationale, la compétence est réservée aux fédérations sportives qui font leur propre police, mais dans des conditions qui parfois ne sont pas pleinement satisfaisantes. On a parlé beaucoup récemment de la FIFA. J'ai pu avoir des chiffres sur l'ampleur des contrôles
pour le mondial de football en Afrique du Sud. 100 000 $ pour 256 contrôles avant la compétition, une somme équivalente pour autant de contrôles en compétition. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas à la mesure de l'événement. Donc, quelle doit être notre politique? C'est de le rappeler, le cas échéant, à l'Agence mondiale, le rappeler au mouvement sportif et lui dire vous êtes croyant dans la lutte contre le dopage, essayez d'être un peu pratiquant. Alors, l'Agence mondiale antidopage a quand même cette grande vertu pour nous de pouvoir coordonner les efforts, notamment en matière de recherche, ou de rassembler un savoir-faire. J'ai évoqué tout à l'heure le profil biologique du sportif. Si nous avons pu élaborer des avant-projets de décret, c'est en nous inspirant des lignes directrices dégagées par l'Agence mondiale antidopage, car elle a tenu ce langage au monde du sport. Vous n'êtes pas obligé d'instituer le profil biologique, mais si vous le faites, vous devez suivre mes directives. Donc, vous voyez, nous avons un élément qui est très utile à cet égard. Alors, est-ce qu'une agence européenne donnerait plus de poids? Nous essayons, au sein du Conseil de l'Europe, j'ai fait référence à la Convention du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1989, de dégager des vues communes pour peser d'un plus grand poids auprès de l'Agence mondiale. Et à l'heure actuelle, au sein du comité exécutif de l'AMA, représente l'Europe Madame Valérie Fournéron, ancienne ministre, médecin du sport, et nous œuvrons dans ce sens. La notion d'impartialité, il est évident que cette notion d'impartialité répond à la neutralité du service public, à toute une tradition. Mais l'impartialité qui est exigée d'un juge ou d'un organisme qui est doté d'un pouvoir de répression assimilable à celui d'un juge est d'un niveau plus exigeant. On raisonne non seulement en fonction d'éléments objectifs, mais aussi en fonction d'éléments subjectifs. Il y a toute une évolution en ce sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a des degrés, même si, comme vous, je suis attaché à la continuité de l'État, à la neutralité de l'État et à son impartialité. D'ailleurs, de la part d'un membre du Conseil d'État, ne pas l'être, ça serait une anomalie. Alors, sur la mission de service public liée à l'hétérogénéité du sport, l'objection avait été formulée en 1974 devant le Conseil d'État par un membre de la juridiction, qu'on appelait à l'époque improprement le commissaire du gouvernement. Il avait dit à la formation de jugement, vous ne pouvez pas reconnaître le caractère de service public de l'organisation du sport, c'est trop hétérogène. Et il avait opposé les professionnels et les amateurs. Mais l'avantage que j'y vois, c'est de permettre un droit de regard de l'État, y compris lorsque l'argent est présent. Donc, dans les rapports que j'ai avec le monde du sport, je dois pouvoir dialoguer non seulement avec la Fédération française de football, mais aussi avec la Ligue professionnelle. Et après-demain, je vais recevoir plusieurs représentants des groupements professionnels pour débattre avec eux de la lutte contre le dopage. Si vous me permettez, je finis quand même par me demander si vous n'êtes pas absolument indispensable pour laisser croire ou laisser entendre que finalement tout ça se déroule normalement et que donc on peut continuer à croire à la fiction de compétitions qui sont des compétitions. Alors que, je reprends mon expression, ce sont des spectacles qui rapportent beaucoup d'argent. S'il n'y a pas la persistance de ce sentiment que les compétitions sont honnêtement menées, ça met tout par terre. Alors, il y a deux aspects dans la lutte contre le dopage. Du point de vue du législateur, il y a un impératif de santé publique qui est tout à fait présent lorsqu'une substance est rangée par les substances interdites en raison de ses effets néfastes sur la santé des intéressés et qui est interdite aussi bien en compétition qu'à l'entraînement. Puis il y a un deuxième aspect qui est d'éviter qu'il y ait une atteinte à l'éthique du sport et que par des procédés détournés, au lieu d'avoir une lutte entre des athlètes, on ait des luttes entre des laboratoires qui fabriqueraient des substances
permettant des améliorations artificielles de performance. Alors, nous prenons le monde du sport au pied de la lettre en nous appuyant sur la loi française et en contrôlant aussi bien les compétitions amateurs que les compétitions professionnelles. Et nous étions présents pour contrôler les joueurs de la dernière finale de la Coupe de la Ligue l'année dernière, de la Coupe de France cette année. Il ne faut pas faire apparaître qu'il y aurait des domaines qui seraient à l'abri du contrôle en matière de lutte contre le dopage, quels que soient par ailleurs les moyens financiers et les enjeux financiers. Une agence indépendante n'a pas peur d'intervenir, même si des enjeux financiers sous-jacents sont en cause. Je vais donner la parole à M. Touraine qui l'a demandé. Vous réunissez tous les combien, les membres du collège? Alors, les membres sont nommés pour une durée de 6 ans et il y a un renouvellement par tiers tous les 2 ans. La loi prévoit qu'il peut y avoir 2 mandats successifs, ce qui, sur ce point, se sépare un peu de la proposition de loi. Mais la proposition de loi, de manière judicieuse, prévoit que si on remplace un membre pour un mandat de moins de 2 ans, on peut concourir pour un nouveau mandat. Alors, je vous rassure, en ce qui me concerne, j'arrêterai mes fonctions à l'expiration de mon mandat. Mes dernières petites observations. Moi, j'ai un cross du sud-ouest, voilà, chez moi. Et j'attends toujours, d'ailleurs, souvent, je vois la course de l'élite, là, les As, la course des As, ça s'appelle comme ça, pour remettre les récompenses. J'attends justement parce qu'il y a un contrôle antidopage. Des fois, il a lieu, des fois, il n'a pas lieu. Alors, c'est vous qui décidez de ce... Vous le faites ou vous ne le faites pas? C'est qui vraiment qui décide de faire le contrôle ou pas? Alors, il y a le collège de l'agence qui définit chaque année un programme général de contrôle avec un certain équilibre entre sport individuel, sport collectif. C'est le collège qui décide ça. Et à l'intérieur de ce cadre, c'est le directeur du département des contrôles qui peut recueillir des informations auprès d'autres administrations de l'État, qui détermine la stratégie des contrôles. Mais ça reste secret. Ça reste secret, bien entendu. On ne le sait pas. Alors, plus c'est imprévisible, mieux c'est. Évidemment. Et nous avons une déconcentration de la politique. Nous laissons un quota de possibilités de contrôle aux échelons régionaux ou interrégionaux. Et c'est pour ça que dans mon exposé liminaire, j'ai insisté sur les commissions régionales, parce que ça permet des échanges d'informations entre les diverses administrations de l'État pour mieux cibler les contrôles. Alors, avant de redonner la parole au rapporteur, M. Touraine. Oui, juste 2 questions mineures. La première porte sur l'information que vous nous avez donnée, constatant que le nombre de contrôles positifs était en régression. Et vous avez eu d'ailleurs l'honnêteté de dire que ce n'était pas forcément parce que la situation s'améliorait, mais parce que les tricheurs étaient devenus de plus en plus intelligents, ou tout au moins qu'ils disposaient de technologies et de techniques qui étaient plus difficilement indétectables, plus difficilement détectables. Et vous avez d'ailleurs ajouté aussi qu'il convenait d'avoir des contrôles indirects et par conséquent d'intervenir plus en amont. Ma question c'est, mais ça ne va pas empêcher les tricheurs de continuer à vouloir tricher, parce que ce qu'on a relevé tout à l'heure, au bout, c'est de la compétition, et au bout, il y a de l'argent. Il y a de l'argent important pour ceux qui sont les champions et ceux qui les amènent à la situation de champion. Comment est-ce que l'agence peut s'adapter en permanence, voire anticiper sur ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes à l'affût de la recherche médicale, de tout ce qui peut sortir en la matière et qui peut éventuellement générer de l'utilisation abusive? Et la deuxième observation, vous avez dit également, alors vous n'avez pas dit de façon explicite, mais implicitement, vous avez laissé entendre que les sanctions qui sont administrées par l'agence doivent être plutôt justes puisqu'elles sont acceptées. Cette relation de cause à effet ne me paraît pas évidente, parce que on peut très bien accepter une sanction en se disant on a échappé au pire, si on était passé ailleurs, on aurait été sanctionné de façon beaucoup plus grave. Est-ce que le fait que vous affirmiez ça ne recèle pas une indulgence un peu trop importante, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons à ce constat? Merci pour vos deux très pertinentes questions. Je crois avoir indiqué que dans mon esprit, il y avait un recul du dopage organisé.
nous rendons la tâche toujours plus difficile aux tricheurs. Alors, il faut anticiper. Dans ce sens, l'Agence mondiale antidopage, en liaison avec le ministère des Sports, avait organisé, c'était dans les locaux de l'Assemblée nationale, mais le Sénat n'y verra pas une mauvaise manière, le 12 novembre 2012, un colloque regroupant les grands laboratoires pharmaceutiques et les acteurs de la lutte antidopage, incitant les laboratoires pharmaceutiques à faire connaître aux laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage des médicaments en cours d'élaboration contenant des substances considérées comme dopantes au regard de la réglementation antidopage, de telle façon que les laboratoires accrédités puissent réfléchir et travailler par avance aux méthodes de détection. Politique que je trouve excellente. Le seul problème, c'est que ça repose sur le volontariat. Il faut que les laboratoires pharmaceutiques le veuillent. Alors, ils peuvent y avoir un intérêt pour lutter contre le marché noir de certaines substances. J'ai regretté que le laboratoire de Châtenay-Malabry ne soit mis à contribution qu'en 2 circonstances au titre de ce type de recherche. Mais c'est incontestablement une piste à explorer pour être en avance ou pas en retard sur les tricheurs. Alors, sur le deuxième point, sur le caractère juste ou non des sanctions, j'ai raisonné en tant que juriste. Les décisions prises par le collège sont considérées comme légales ou bien fondées par le Conseil d'État. Alors, ça veut dire que j'agis dans le cadre de la loi. Ça ne veut pas dire que je sois, ou que le collège, placé sous ma présidence, soit laxiste. Ce qui conduirait le sportif à ne pas contester. Au contraire, il y en a un certain nombre qui contestent, mais leur requête peut être écartée. Tout récemment, il y a un sportif qui avait été contrôlé à l'EPO, qui avait été évincé des Jeux Olympiques de Londres, qui a critiqué, qui a été devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, le 5 mai 2015, a rejeté sa requête. Donc ne nous méprenons pas. J'agis légalement, ça ne veut pas dire que nous agissons avec une trop grande mansuétude. Non, nous nous référons aux critères du Code mondial antidopage. Simplement, il n'y a pas d'automatisme absolu qui serait contraire un peu au droit français. On doit quand même tenir compte des circonstances. Monsieur le rapporteur, alors deux petites questions. Une, il m'arrive d'être têtu, Monsieur le Président. Pensez-vous, par exemple, que sur la lutte contre le travail dissimulé, il serait bon de créer une autorité administrative indépendante avec un collège dans lequel il y aurait, outre les représentants de la haute fonction publique, le MEDEF et la CGT. Le micro, s'il vous plaît. Je vous répondrai qu'en matière de travail, nous avons des conventions de l'OIT qui confèrent une indépendance aux inspecteurs du travail et que cette indépendance des inspecteurs du travail a été reconnue par un arrêt du 4 novembre 1966 du Conseil d'État statuant de contentieux. Donc si vous avez une institution qui est l'inspection du travail dotée d'un statut d'indépendance reconnu tant par une convention de l'OIT que par la jurisprudence interne, a priori, il faut miser sur l'inspection du travail et développer ses effectifs. Et je ne recommanderais pas en l'état de créer une autorité publique indépendante en ce domaine. L'indépendance est d'ores et déjà assurée. Je vous remercie de la réponse qui ne me satisfait pas totalement, vous vous en doutez. Une question sur le dopage, et celle-là, elle est elle n'est pas du tout provocatrice. Nous avons tous, comme citoyens, vécu les annonces médiatiques concernant le dopage de grands seigneurs du Tour de France. Annonce, je dirais, tardive. Avez-vous fait quelque chose? Parce que, bon, il ne faut pas quand même se leurrer. On voit bien que dans certains sports, il y a depuis très longtemps, et en dépit de tout de tous les efforts qui sont faits, d'abord par l'État, mais aussi souvent par le monde sportif, il y a quand même
une constante dans la continuation du dopage. Mais pour en revenir à cet exemple qui est quand même très important, puisque c'est quand même l'image numéro 1 dans le monde du sport français. Est-ce que vous avez fait quelque chose, et si oui, quoi? Alors, je réponds bien volontiers. Le Tour de France est une manifestation internationale. D'après le Code mondial antidopage, article 15, c'est la fédération internationale qui est normalement compétente. Alors, la fédération internationale peut décider d'agir seule. Elle peut aussi décider d'agir par voie de convention avec une agence nationale. Le Code mondial antidopage prévoit également qu'une agence nationale, même pour une compétition internationale, peut demander à faire des contrôles supplémentaires s'ajoutant à ceux de la Fédération internationale. Si la Fédération internationale n'est pas d'accord, on peut solliciter un arbitrage de l'Agence mondiale antidopage. Alors la politique de l'agence, depuis que je suis président, a consisté, conformément d'ailleurs aux recommandations faites le 6 novembre 2010 par les experts de l'AMA qui avaient supervisé le Tour de France 2010, à rechercher un accord avec l'Union cycliste internationale. Nous avons pu déboucher sur un accord et le perfectionner, du moins nous le pensons, d'année en année. Le perfectionner, ça veut dire que les contrôles ne doivent pas avoir lieu seulement pendant le Tour, ils doivent pouvoir se dérouler en amont, grâce à une bonne connaissance de la localisation des sportifs, grâce à un échange d'informations entre l'Agence nationale et la Fédération internationale sur le profil biologique des sportifs pour mieux cibler les contrôles. Nous avons passé des conventions en ce sens. Nous prévoyons des contrôles aussi inopinés que possible pendant la durée de l'épreuve et nous avons insisté aussi auprès de l'Union cycliste internationale, plus précisément de la Fondation antidopage dans le cyclisme qui relève de l'Union cycliste internationale, pour que soit annoncée à l'avance une politique consistant à conserver des échantillons pour des analyses ultérieures bénéficiant des progrès de la technique, sur le modèle de ce que fait le Comité international olympique pour les Jeux olympiques. Donc, dans mon esprit, de bons contrôles antidopage reposent sur des contrôles en amont de la compétition, pendant la compétition, sur l'annonce du stockage d'échantillons en vue d'analyses ultérieures bénéficiant des progrès techniques. Et nous ne donnons pas un autre langage avec l'Union européenne de football association dans la perspective de l'Eurofoot qui aura lieu en France l'année prochaine. J'allais vous poser la question. Non, nous sommes en cours de discussion. Merci. D'autres questions, monsieur le rapporteur? Non. Non? Des questions, mes chers collègues? On peut considérer que nous sommes parfaitement éclairés sur la FLD. Mais merci beaucoup, monsieur le président. C'est moi qui vous remercie, madame la présidente. D'avoir répondu très précisément à toutes nos interrogations. Merci beaucoup.